Yeah, felonious monk. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parcours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Diane Guillet. Donc, comme d'habitude, je fais mon petit speech de présentation parce que maintenant, je fais les choses un petit peu mieux, essayer de rendre un petit peu les choses un peu plus intéressantes. Donc, elle a lancé Pacific Beans, qui est un concept assez unique. C'est un food truck de café, pas exclusivement, mais c'est un food truck de café qui propose du café spécialisé localement torréfié, servi exclusivement avec du lait végétal. Tu me diras si c'est juste ou pas. Tu es basé en Suisse romande et c'est vrai que pour ma part en tout cas, le concept, je l'ai vu au Miam Festival et j'avais déjà trouvé ça hyper sympa quand tu avais lancé ça. Et d'où le fait qu'après j'ai pris contact avec toi pour venir faire un événement dans la société où je travaille. Et j'avais trouvé ça super sympa. Et puis après, c'est vrai qu'après, tu as une approche très facile. Tu as un contact facile qui est très cool. Tu es à l'écoute du client, etc. Et je trouvais ça hyper sympa. Et on va profiter en tout cas d'approfondir un petit peu ton parcours sur ce projet que tu as lancé en s'intéressant à toi depuis les débuts, comme à l'accoutumée de mes épisodes finalement. Donc, bienvenue dans ce podcast vidéo à toi. Merci. On va du coup aborder le sujet depuis ton enfance. Où est-ce que tu as grandi et puis à partir de là, tu verras, c'est très naturel. Ne t'inquiète pas. Ça marche. Non, écoute, déjà merci de m'avoir aujourd'hui. Écoute, moi j'ai grandi du coup à Villeneuve, donc au bout du lac. J'ai fait toute ma scolarité aussi là-bas et maintenant je vis plutôt côté Lausanne-Morges, Cossonay pour être plus précise. Mais du coup voilà. J'ai 29 ans et puis j'ai fondé du coup Pacific Beans, que tu as très bien expliqué, merci beaucoup, il y a 2 ans de ça. Donc c'est encore assez récent. Mais c'est bien parce que ça commence déjà à avoir une bonne visibilité, en tout cas pour ceux qui ont déjà pu voir un petit peu dans tous les événements que tu fais. On en parlera un peu plus tard. Donc du coup, tu nais à Villeneuve, tu grandis à Villeneuve. Explique-moi un petit peu ce parcours d'enfance, adolescence, un peu comment ça s'est passé. Tu as étudié à Villeneuve ? Oui, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à l'âge de... Enfin, c'est plus maintenant la 7 à 9e, ça a changé avec alors, si pour hameaux, toi c'est déjà loin, années. alors pour moi c'est encore plus loin. mais disons environ, quand tu commences à aller sur les 12-13 ans, je suis partie finir ma scolarité à Montreux. Mais avant ça, j'étais tout le temps à Villeneuve. J'ai grandi là-bas, dans ma famille qui avait aussi un commerce au centre-ville de Villeneuve, et du coup avec mes parents et mes 2 sœurs. Donc je suis la plus petite d'un trio de filles. Vous êtes 3 filles, filles. Enfin 3 sœurs, j'entends. 3 sœurs. Il n'y a pas de frères ou Non. autre. Et puis tes parents, donc du coup, tu dis qu'ils avaient déjà un commerce dans la ville. Ouais, exactement. Et ils faisaient quoi ? En fait, ils sont charcutiers et traiteurs, donc aussi dans un métier de bouche, si je puis dire. En fait, mon grand-père a fondé ça avec ma grand-maman en 1961, donc c'était un petit peu le commerce de Villeneuve à l'époque. Et puis mon père a repris ça justement avec ma maman en 89, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, ça faisait vraiment longtemps que c'était ancré dans le village ou ville de Villeneuve. Donc ouais. Ok. C'est compliqué parce que j'ai déjà d'autres questions qui partent sur ça. Tu peux. Mais je reviendrai dessus. Et du coup, tu grandis un peu avec déjà des parents entrepreneurs, j'ai envie de dire, et puis même grands-parents. Mm-hmm. Donc je trouve déjà que c'est intéressant, puis je pense qu'on va l'aborder un peu plus tard, ce côté où il n'y a pas forcément de lien, je pense, mais indirectement, je pense qu'il n'y a pas directement de lien, mais dans ton mental et dans ton subconscient, le fait d'avoir des parents, grands-parents et d'avoir cette mentalité un petit peu d'entrepreneur, forcément, ça va au moins éveiller en toi cette curiosité. Ça, j'en suis persuadé. Donc, après, tu pars à Montreux. Mm-hmm. Parce que c'est... Parce qu'en fait, à l'époque, je pense qu'il y a toujours un peu maintenant au niveau scolaire, mais tu avais ce qui était à la VSB, VSG, VSO, donc c'était les différents niveaux selon ton niveau scolaire. Et la voie baccalauréat, il y avait uniquement à Montreux, il n'y avait pas la partie à Villeneuve. Du coup, j'ai été faire ma scolarité là-bas. Donc c'était aussi un premier changement d'univers un petit peu, même si c'est pas très loin. Mais du coup, c'est vrai qu'à 12-13 ans, tu es un petit peu intimidé d'aller ailleurs et de rencontrer plein de nouveaux gens. Donc non, ça c'était cool aussi.
Tu finis après ta scolarité à Montreux. Je finis à Montreux, et ensuite je continue pour aller au gymnase à Burier. Donc c'était un peu le parcours, disons, traditionnel. Tu sais pas trop quoi faire et du coup tu fais quoi? Tu vas au gymnase. Tu as le moyen d'aller au gymnase, donc tu y vas. Et en fait, j'ai fait même pas une année pour me rendre compte que c'était pas mon truc. Mais il fallait passer par là. Il fallait passer par là, pas de regret. Donc non, ça c'était cool. Mais ouais, j'ai même pas fait une année et du coup, je me suis dit, j'ai envie de pratique en fait. Les études, je peux les faire si je veux, mais c'est pas ce que je veux. Et du coup, je manquais le côté où j'ai envie de travailler, j'ai envie d'être dans le monde du travail. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter ça. J'en ai parlé forcément à l'époque avec mes parents et tout ça. Et c'était trop tard pour prendre un apprentissage parce que c'était déjà tous les processus d'apprentissage se font quand même assez tôt dans l'année. Et du coup, j'ai travaillé, en fait, j'ai trouvé un travail dans un tea room. Et c'est là que j'ai eu ma première expérience service. En plus que je travaillais aussi avec mes parents les étés. Et du coup, j'avais un petit peu déjà cette relation client. Mais du coup, j'ai pas voulu rien faire pendant cette période-là. Donc, j'ai travaillé là-bas dans un tea room à Villeneuve aussi. Et j'ai trouvé ensuite, en parallèle, un apprentissage. Je me suis dit, étant donné que je ne suis pas certaine de ce que je veux faire encore, je suis partie sur un apprentissage d'employé de commerce qui est plus varié. Disons que ça t'ouvre plus d'opportunités après. Mhm. Tu sais que tu peux le faire dans différents domaines, hein, que ce soit automobile, assurance, logistique. Donc je me suis dit, je fais quelque chose de plus général et comme ça je peux spécialiser par la suite. Mais au moins, j'aurai une base. Ouais. Quand tu fais ton apprentissage, vu que c'était pas forcément... Enfin, la branche, tu n'avais pas quelque chose de très clair dans ce que tu voulais faire. Quand tu fais l'apprentissage, ça se passe assez bien? Tu réussis ton apprentissage? C'est un flop? Comment ça se passe par la suite? Non, ça se passe vraiment bien. C'est une expérience que j'ai honnêtement adorée. J'ai eu la chance de faire ça dans une grande entreprise et du coup, j'ai vu pas mal de départements. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidé vu que j'étais pas sûre de ce que je voulais faire, de pouvoir bouger des différents départements. Autant c'était dans l'administration que dans les achats, que dans le service client. Donc, du coup, ça te donne quand même une bonne idée. Et puis, c'était un domaine, donc c'était vraiment dans le domaine de l'import-export et que j'ai trouvé super intéressant. Alors après, tu tombes dedans, heureusement, c'était cool que j'aime ça. Après, tu n'avais pas forcément de point de comparaison, j'avais pas d'autres expériences à ce niveau-là. Mais j'ai vraiment eu un bon feeling par rapport à ça. Et puis, j'avais quand même fait t'as l'apprentissage employé de commerce et j'avais fait la maturité qu'on appelle intégrée, juste par de nouveau sécurité, en discussion aussi avec ma famille, en se disant, si un jour je veux reprendre les études, parce que je me rends compte qu'en fait, je veux faire autre chose, j'ai cette option-là, parce que sinon, tu dois faire des passerelles, et puis du coup, c'est quand même plus compliqué de reprendre une autre école ou l'uni. Donc j'avais fait ça en parallèle. Tu peux la faire pendant ton apprentissage. Ok. Tu finis ton apprentissage, du coup, donc tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Et après, c'est quoi, du coup? Après, c'est la société dans laquelle je travaillais m'ont proposé de rester, en fait. Donc déjà, c'était gratifiant. Je me suis dit, bon, je ne dois pas faire un trop mauvais job. donc c'était cool. Et justement, j'ai pu rester dans la partie import-export service client. Donc, j'avais mes clients pour un certain domaine. Et puis, j'ai pu rester sur un contrat. C'était quoi? C'était un remplacement, je crois, de congé mat initialement. Et puis, je suis restée à peu près une année, un peu plus. Donc, j'ai fait ça. Et après, c'est moi qui ai décidé quand même de partir voir autre chose. Et notamment, d'abord, je suis partie améliorer mon anglais. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me rends compte, en fait, avec les années, c'est quand même qui est très ancré ici en Suisse, du fait il faut développer ce côté anglais. Donc, du coup, les jeunes ont vite tendance à vouloir partir 1, 2, 3 mois, voire une année, pour développer l'anglais. Puis, du coup, tu es parti où alors? Je suis partie en Californie. Il y a pire. Hein. Ah, c'est sûr qu'il y a pire. Surtout quand tu es un peu adolescente. Moi, j'ai commencé mon apprentissage seulement à 18 ans, vu que j'avais justement eu un peu cette test avec le gymnase. Donc, j'avais déjà 21 ans. Partir aux États-Unis, c'était un peu plus facile. Profiter de là-bas. Mais du coup, je suis partie à San Francisco et à San Diego. J'ai fait les deux. J'ai fait 3 mois sur place. Et j'étais dans une école. Tu avais les cours le matin et puis l'après-midi, profiter aussi de visiter, rencontrer et vivre le truc, quoi. Ça, c'était en lien avec la partie école en Suisse où tu as pu partir là-bas ou... Non, rien à voir. Okay, c'était vraiment, c'est moi qui ai réservé. Je sais que tu as aussi des agences en Suisse qui font ça, mais là, j'ai vraiment fait par moi-même où j'avais une connaissance qui avait déjà été dans une école là-bas et du coup, j'ai contacté l'école en direct et puis j'ai fait ça par moi-même.
Tu parlais anglais ou pas du tout quand tu es allé? Ouais, quand même. Alors, moins qu'après, Ah bah, j'espère. forcément. Mais non, j'avais quand même déjà une bonne base, mais c'était beaucoup au niveau professionnel. Parce que du coup, dans la société où je bossais, l'anglais, c'était la langue principale. Mais c'était très le vocabulaire corporate et le vocabulaire aussi très logistique, supply chain, tout ça. Donc, raconter mon week-end, c'était plus difficile. Et ça m'a beaucoup aidé en Californie, quoi. Du coup, tu finis tes 3 mois. Tu as un anglais béton. Tu reviens des États-Unis et tu reviens avec quelle idée, avec quoi faire par la suite? Enfin, comment ça se passe? Alors déjà, je pleure, je reviens. C'est vrai? Non. Tu avais envie de rester? Ouais, quand même. Mais après, c'est plus... je pense que c'est une expérience qui est assez incroyable. Aussi au niveau juste de grandir. Et puis, c'est la première fois que tu es propulsé dans un endroit, dans un environnement où tu connais personne. Tu es dans un autre pays, tu es à l'autre bout du monde de ta famille. Donc non, ça, c'est une expérience, voilà, mais plus nostalgique. Mais non, après, en fait, moi, ça m'a beaucoup apporté. C'est justement c'est en revenant des États-Unis que j'ai commencé à me dire que je voulais faire autre chose, en fait. Et que, il y a cette idée d'ouvrir un concept qui a commencé à émerger un peu. Tu as quand même vécu 2 choses. Enfin, quand tu as des parents et grands-parents qui sont dans l'entrepreneuriat, tu vas aux États-Unis pour développer l'anglais. Aux États-Unis, l'entrepreneuriat, c'est la base. Hein, et on n'a pas la même mentalité qu'en Suisse. Là-bas, c'est vraiment la première idée qui vient en tête des gens. Tu l'as ressenti là-bas? C'est ce côté-là? Ouais. Je l'ai ressenti et justement, ça le fait aussi de voir énormément de concepts différents là-bas. Tout le monde a, je sais pas, t'as tellement de bars, de cafés, de shops. Enfin, il y a tellement de choses et tellement de possibilités que du coup, ça t'ouvre aussi les champs du possible. Donc, ouais, je pense que ça m'a inspiré indirectement. Ouais. Ok. Du coup, on revient. Alors, du coup, tu reviens des États-Unis. Et c'est quoi la suite? À part avoir pleuré un petit moment. Ouais, ça va pas durer trop longtemps. Mais c'est vrai que ça fait un choc quand même d'être dans des grandes villes comme ça et de revenir en Suisse. Et puis à Villeneuve, en plus, c'est même pas Lausanne, tu vois. Oui. Mais non, en fait, la suite, c'est que il fallait que je retrouve un job. Donc, il fallait que je retrouve un peu pas un sens, mais c'est vrai qu'en plus, niveau privé, je m'étais séparée de mon copain. Donc, tu vois, t'es un peu en mode, t'as pas de job, t'as plus de copain, Tu recommences à zéro, quoi. Donc voilà. Et puis en fait, le premier truc, c'est que je me suis dit, je vais retrouver un job. Je suis retournée chez mes parents, j'ai retrouvé un job. Et puis recommencer un petit peu, quoi. Mais toujours en ayant cette idée en tête, par contre, j'ai repris dans le domaine que je connaissais, qui était l'emploi de commerce, et puis travailler dans un bureau. J'ai par contre commencé à travailler ailleurs que l'entreprise où j'ai fait mon apprentissage, juste pour voir autre chose. Je me suis dit, toujours essayer de développer un peu d'autres connaissances. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, comme ça, et c'est vrai que ça me convenait pas parfaitement, et j'ai eu l'opportunité de retourner dans cette société, mais dans un domaine différent, dans le domaine des RH. Donc, c'était aussi de voir de nouveau autre chose. En fait, je me suis dit, il faut que j'explore, il faut que je voie un petit peu ce qui me plaît, il faut que je garde un peu cette idée en tête, de ce que je veux faire plus tard, mais d'essayer un peu, et j'aurais pas de regret de me dire que j'ai tenté différentes choses. Donc voilà, puis après, je suis retournée dans la société où j'ai fait mon apprentissage, dans un domaine différent, et super expérience, vraiment, c'était cool. C'était aussi la première fois que j'arrivais dans une nouvelle équipe. Tu n'étais pas l'ancienne apprentie, tu étais vraiment une employée, et c'était cool. Et après, je suis retournée dans l'import-export, qui était le premier amour. Et du coup, j'ai eu l'occasion de rebosser là-dedans. Ok. Bon, la graine de l'entrepreneuriat a été plantée dans ta tête très jeune, et ça s'est développé avec les années. Tu parlais que tes parents avaient repris finalement la création d'entreprise de ton grand-père. Mais quand tu m'as parlé de ça, c'est pour ça que je te disais, mais j'ai plein de questions qui reviennent. Mais par rapport au marché, à comment il a évolué, si je parle de tes parents, de ce qu'ils ont comme entreprise, ce marché-là, il a, je pense, très mal évolué en Suisse parce que avec Migros, Coop et puis tout ce qui est un petit peu, je dirais pas les hard discounters ou même les supermarchés, mais c'est vrai que le public cible a plus tendance à aller dans des supermarchés que chez l'artisan finalement, même si maintenant ça commence à changer un petit peu la tendance parce qu'ils se rendent compte que la qualité est différente et puis que tu as quand même un conseil qui est différent
chez l'artisan. Mais parce que je ne me rends pas compte à Villeneuve, mais c'est quelque chose qui continue à être... Enfin, tu as quand même une clientèle qui est stable, qui augmente maintenant avec le changement un petit peu de mentalité, où c'est quand même encore compliqué et c'est difficile. Parce que c'est quand même un métier qui est vraiment Ouais, complexe. Hein. qui est complexe, comme tu dis, au niveau des plus grands groupes versus l'artisan. Et aussi, la charcuterie, la viande, c'est quand même quelque chose qui peut faire débat. Donc, non, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. À l'époque, à mon grand-père, il y avait la file dehors pour aller acheter ta viande. Là, c'était plus du tout le cas. Je pense qu'il y a encore vraiment des concepts charcuterie, traiteur qui fonctionnent. Du tonnerre, c'est juste qu'il faut continuer tout le temps d'évoluer. Et c'est vrai qu'il faut peut-être plus être dans les villes. Je vois par exemple, en ville de Lausanne, il y en a plein et ça cartonne. Simplement là, typiquement mes parents, c'était plus difficile. Alors eux, il y a la retraite qui est gentiment arrivée et du coup, là ça n'existe plus, hein, c'est fermé. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, par exemple, mon père, donc, qui a ce métier de base, il est tellement passionné par ce qu'il fait qu'il a décidé de fermer la charcuterie à Villeneuve, relouer les locaux, mais par contre, il a décidé d'acheter un bus et de faire le marché parce qu'il ne voulait pas arrêter de produire, il adore ça. Et en fait, il a gardé juste son laboratoire, il fait tout ce qui est aussi les pâtés, il a d'ailleurs des prix par rapport à ça, il est vraiment doué. Et il a dit, je vais quand même continuer juste pour moi parce que j'adore ça. Et puis, il continue à faire le marché à Vevey maintenant. Donc, C'est excellent. c'est assez inspirant aussi, je trouve, parce que tu fais ça pour toi aussi. Enfin, Tu me disais en off que, bon, alors, tu as tes grands-parents, tes parents, mais il n'y a pas que eux, parce que toi, tu es la plus petite de deux autres sœurs, mais de trois sœurs. Et les deux sœurs plus grandes que toi, eux aussi sont dans l'entrepreneuriat. Donc, comment toi, tu as vécu le fait de voir tes sœurs être dans l'entrepreneuriat avant que toi, avant que chez toi, l'idée émerge vraiment de dire, non, là, stop, c'est vraiment ça que je veux faire. Moi, je l'ai pris vraiment d'une manière très inspirée. Enfin, j'ai une grande admiration aussi pour ma sœur, surtout ma sœur aînée. On a une relation vraiment très proche. Et alors, elle n'est pas du tout dans le même domaine. Hein. Elle a un studio de pilates à Morges. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça inspirant et ça te donne un exemple à suivre. Et du coup, je me suis dit, elle aussi a été employée de commerce initialement et a changé complètement de domaine pour finir dans le pilate. Mais elle a aussi fait ça par évolution, où elle a fait des formations à côté, où elle a commencé à faire coach sportive. Et puis après, elle s'est dit, mais en fait, elle a découvert le pilate, elle adorait ça. Puis petit à petit, elle a créé son studio. Puis maintenant, c'est un studio avec trois enseignantes de pilates. Donc, c'est génial, mais je trouve ça vraiment inspirant et ça me drive. Après, je trouve hyper intéressant le fait de... Tu décides de faire quelque chose, puis on va en parler sur ton parcours à toi, hein, mais tu décides de faire quelque chose, tu décides de te lancer, mais c'est pas je me lance sans y apporter une expertise et une plus-value. C'est-à-dire que, je dis une bêtise qui n'a rien à voir avec toi, mais je vais ouvrir un bar. C'est mon kiff, je vais ouvrir un bar. Et j'ouvre le bar, puis ça s'arrête là. Ça veut dire que je ne vais pas m'intéresser à qu'est-ce que je vais vendre, je ne vais pas m'intéresser à la qualité de ce que je vais vendre. Puis finalement, il y a plein de choses comme ça qui se font sans queue ni tête, comme on dit, où finalement, il n'y a rien de concret, tu t'es pas perfectionné, tu t'es pas développé personnellement, tu t'es pas amélioré, tu n'as même pas de plus-value, tu n'as même pas d'expertise, puis les gens, ils ne s'y retrouvent pas. Et quand je vois, par exemple, le parcours de ta sœur, c'est clair qu'au niveau de l'inspiration, elle est là. Et puis là, on va rebondir justement sur ça, c'est que qu'est-ce qui a fait que quand tu étais dans ton travail, il y a eu le déclic là de se dire, c'est maintenant, là, je fais ça. Et après, j'ai d'autres questions encore parce que ça, du coup, là, ça va m'intéresser davantage. Je pense qu'il y a un mix de plusieurs choses. Comme tu disais, tu as ça qui reste dans ta tête depuis même l'enfance, hein, avec l'éducation de parents et l'inspiration de mes sœurs. Et puis, il y a quand même eu aussi le fait que le Covid, je pense comme beaucoup de gens, ça a fait un déclic où moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'être devant mon écran pendant 5 jours par semaine. J'ai ça en tête. Et en fait, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce que j'aime faire juste dans ma vie de tous les jours qui fait que voilà. Et en fait, c'est aussi en voyageant à chaque fois où moi, je cherchais toujours les endroits, les petits coffee shops dans les villes. Je sais pas, je prends un exemple avec Berlin où on était allé
Et je trouvais ça génial, c'est qu'à chaque fois que tu visitais un endroit, si tu cherches les petits coffee shops spécialisés, déjà, c'est un aspect ultra positif. En fait, tu arrives dans un environnement, c'est positif, les gens sont contents d'être là. C'est quelque chose qui ajoute un aspect cool à ta journée. Et ça te fait découvrir les endroits d'une manière différente. Donc, moi, je trouvais tu vis un peu plus comme un local quand tu vas dans ces petits endroits. Donc, et je me suis dit, mais en fait, j'adore ça. Et le dénominateur avec ça, c'était aussi le café. J'adore le produit, j'adore boire. Enfin, mon moment préféré de la journée, c'est mon café du matin. Enfin, j'adore ça. Comme beaucoup de monde. Oui, je comme pense. beaucoup de monde. Ça, c'est clair. Et du coup, il y a un peu tout ça qui se met en place. Puis, en fait, d'un coup, je me suis dit, j'ai eu l'idée, mais en fait, j'aimerais vraiment ouvrir quelque chose. J'aimerais avoir mon café. Je me vois, en fait, en train de faire ça. Et je me suis dit, bon, financièrement, il faut être réaliste. C'était pas possible d'avoir un coffee shop à Lausanne. L'investissement est pas petit. Mais qu'est-ce que je peux faire déjà pour mettre ça en place? Et en fait, c'est là que l'idée de la voiture est venue en tête. En fait, mon père, de nouveau, est un fan de voitures anciennes, de voitures de collection. Et justement, le food truck dont tu parlais, donc c'est une voiture de collection italienne, style comme la Fiat 500 en break. C'est une Auto Bianchi. Et en fait, il avait cette voiture et je me suis dit, mais en fait, il faut que je lui rachète et que je crée quelque chose. Je me suis dit, c'est parti de là où je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas un truc avec ça? Je commence comme ça, peut-être qu'après, j'ouvrirai un coffee shop, peut-être que... Mais il faut commencer quelque part, en fait. Et dès que j'ai eu cette idée-là, un mois plus tard, c'était fini, j'ai posé ma démission. Et j'ai travaillé à côté dans un café à Morges pour continuer de me former. Donc, ça s'est fait assez vite. Tu as pensé qu'à ça. Une fois que l'idée Ouais. était venue, c'est clair que presque ça devient de l'obsession. Ouais. Ça, c'est ce côté que quand tu as une idée à laquelle tu crois, forcément, tu vas y penser tout le temps. Par contre, moi j'ai 1000 questions encore par rapport à ça. C'est que, OK, tu as une idée en tête, mais comment tu peux passer de j'ai mon idée, j'ai mon concept, c'est prendre la voiture, je vais faire quelque chose avec ça, avec le café, etc. Mais je te dis ce que je pense comme question. Hein, c'est où est-ce que je vais prendre le café? Où est-ce que je vais apprendre sur le café? Où est-ce que je vais vendre mon café? Parce qu'une fois que j'ai le café, OK, je vais faire du café, je vais apprendre comment il faut le faire. J'imagine que tu t'es formé et autres. Mais où est-ce que je vais le vendre? Qui c'est que je contacte pour savoir où est-ce que je vais le vendre? Puis tu vois, pour quelqu'un qui, comme toi, aimerait se lancer, alors pas dans le café parce que tu es déjà là, puis j'ai pas envie de te faire de la concurrence, mais pour n'importe quoi, c'est quoi les étapes? Parce qu'il y a forcément des gens qui ont envie, mais qui savent pas par où commencer. Ouais. Déjà, je pense qu'il faut avoir un petit peu de folie et en même temps de naïveté. Parce que quand je pense à ça au départ, j'avais pas forcément d'idée plus que ça, mais comme tu dis, une fois que tu as l'idée, tu t'es un peu obsédé par ça. Moi, j'avais la chance aussi d'être bien entourée parce que justement avec le Covid et quand je pensais à ne plus vouloir être devant un écran, j'ai commencé juste par pure curiosité à me dire, mais en fait, pourquoi j'essayerais pas juste de voir ce que c'est de travailler dans un café? Parce que se rendre compte vraiment, est-ce que c'est ce que tu veux? Avant de tout lâcher, de tout créer, etc., tout investir, je me suis dit, est-ce qu'il faut quand même que je sois un minimum sûr? Et du coup, j'ai travaillé justement dans un café, donc le café La Gazette à Morges. Et j'ai eu la chance de pouvoir juste poser la question. Je dis, mais en fait, vous ne cherchez pas quelqu'un juste les samedis ou quelque chose comme ça. Et je le faisais en parallèle de mon 100%. Et ça m'a confirmé cette idée-là. Mais après, je dirais que il faut commencer quelque part. Enfin, si tu dis pour un conseil à quelqu'un, faut commencer quelque part. Je ne suis pas du tout maintenant, même en seulement 2 ans, au même esthétique ou au même... début que quand j'ai lancé. Au début, j'avais juste la voiture et je me suis dit, il faut que j'ai refait la carrosserie. J'ai créé le logo, mais j'ai tout fait ça moi-même. Je veux dire, j'avais aucune notion de marketing plus que ça. J'ai utilisé l'Internet, créé mes logos, créé mes trucs. Puis après, tu discutes. Il faut être aussi bien entouré. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut peut-être pas tout raconter de toutes ces idées, etc. Par contre, justement, typiquement, tu me demandais le torréfacteur. En fait, le café où je travaillais se fournissait auprès d'un torréfacteur. Et je lui ai dit, mais en fait, pourquoi? Est-ce que tu es content? Qu'est-ce que tu me conseilles? Et elle m'a dit, en fait, peut-être, moi, je suis super contente, on va discuter avec eux. Donc, tu commences comme ça. Et tu vas discuter, tu vas voir ce qui est possible. Puis après, tu apprends sur le tas. Hein. Il y a des trucs où j'ai fait faux complètement au départ. Mais je pense que c'est aussi
peut-être ce qui bloque certaines personnes, c'est de se dire il faut que ce soit absolument parfait tout de suite. Alors, c'est frustrant, hein. Moi aussi, je dis, mais j'ai pas ça, enfin, il faut que ce soit nickel. Mais en fait, faut faire par évolution. Et quand je vois tout ce qui a changé en 2 ans, les gens ne le voient pas forcément, mais moi, je le sais. Ça fait partie du truc. Et en fait, même en pensant, quand j'étais persuadée d'avoir la bonne chose, j'étais assez sûre, il me faut ce truc-là. Mais en fait, non, j'ai changé entre-temps. Et t'apprends en le faisant et t'adaptes. C'est particulier, mais c'est l'être humain qui est comme ça. C'est-à-dire que il y a un apprentissage forcément dans tout ce que tu fais et surtout dans tout ce que tu entreprends de nouveau. Ça, c'est inévitable. C'est pour te perfectionner, il faut que tu apprennes de tes erreurs. Et c'est utopique de croire que tu vas commencer et que tu vas tout faire juste. Mais quand je dis tu, c'est n'importe qui veut se lancer, c'est pas possible. Et en fait, on a la mémoire courte parce que avant de devenir le professionnel qu'on est tous dans nos métiers, on est passé par un apprentissage qui n'est peut-être pas du métier, mais ça a développé des choses chez toi qui te permettent aujourd'hui d'être là où tu es finalement. Donc forcément, il y a eu des apprentissages, tu as appris de tes erreurs, tu es devenu meilleure personne, tu es devenu meilleur dans ton domaine. Et quand tu décides de lancer ton propre projet, comme c'est ton projet et que c'est ton argent et que c'est quelque chose qui te touche et que tu sais où tu veux arriver, mais tu aimerais que ça arrive tout de suite, tu vois. Et le problème qu'il y a, c'est que je ne suis pas sûr, et ça c'est un avis tout à fait personnel, je ne suis pas sûr que si aujourd'hui tu lances quelque chose et tu atteins déjà le niveau que tu avais en tête et que tu avais souhaité atteindre, aussi vite, je ne suis pas sûr que tu tiennes sur la longueur parce que tu n'es pas prêt à tout le chemin que tu aurais dû suivre par l'apprentissage, tu vois, parce que ça te forge le caractère aussi de dire, moi je surmonte, je passe, et peu à peu. Et je suis pas sûr que si tu arrives à atteindre le niveau que tu t'es fixé au bout d'un mois, tu arrives à tenir sur la longueur parce que le gap est trop grand et tu n'apprends pas de ces erreurs. Mais encore une fois, ça c'est un avis totalement personnel. Mais du coup, tu trouves donc le torréfacteur avec là où tu travaillais, mais encore une fois, c'est des discussions. C'est d'où est-ce que vient le café? Parce que toi, tu as une idée bien précise de ton concept, de ce que tu veux amener et du projet que tu avais en tête. Tu voulais pas du café de je sais pas d'où, tu voulais pas du lait de je ne sais où, etc. Tu avais un concept bien précis. Développe un petit peu parce que du coup... Ouais. En fait, moi, je voulais travailler avec du café de spécialité. C'est un terme qu'on utilise, c'est un label. Il y a une association mondiale du café de spécialité qui fait que il faut certains critères pour avoir ce label-là. Quelques exemples, c'est au niveau de la qualité du grain. Donc, de base, ça vient du fruit. Le grain vert. Et puis, en fait, il y a un système de notation qui fait que si tu veux avoir le label, notamment, tu dois avoir un minimum de 8 ans sur une échelle de 100 pour avoir déjà ce label de qualité. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi notamment la traçabilité du café. Et c'est un café qui n'est pas acheté en bourse, contrairement au café industriel qu'on peut connaître. Donc, il y a différents aspects, autant commerce équitable, qualité du grain, qualité de la torréfaction derrière aussi. Après, tu choisis ton torréfacteur. C'est un aspect beaucoup plus artisanal. Ça ne veut pas dire que c'est que des mini quantités, hein, mais simplement, c'est vraiment une démarche qui est différente de l'industriel. Donc moi, déjà, c'était un truc qui me tenait à cœur. J'ai un aspect où, pour moi, si on fait les choses, on les fait bien. Et je ne dis pas que je fasse tout juste ou pas du tout, hein, mais simplement, faut essayer le maximum de faire quelque chose de qualité. Et je pense que tu peux faire un concept qui est super cool, etc. Mais si tu ne mets pas la qualité derrière, les gens ne vont pas revenir. Et c'est le plus gratifiant, c'est de voir que les gens, ils t'ont peut-être vu à un événement, puis l'année d'après, ils reviennent parce qu'ils t'ont retrouvé, etc. Mais tu as déjà cet aspect-là donc de café où je voulais vraiment du café de spécialité. Là, c'est celui qu'on a, c'est un café 100% Arabica qui vient du Salvador. Et mon torréfacteur qui est Good Life Company à Savigny. Justement, je travaille avec eux parce que je voulais avoir quand même un aspect local. Pour du café, c'est toujours un peu difficile. Mais du coup, moi, je travaille justement avec quelqu'un de la région et je suis super contente. Et d'ailleurs, on est en train de développer aussi, là, c'est un café qui existait déjà, qu'eux proposaient, que j'ai sélectionné. Du coup, j'ai aussi fait des tests à la maison, tu testes ces différents mélanges. Et là, on est en train de développer justement notre propre café pour Pacific Beans, qui sera que sur Pacific Beans. Donc là, c'est aussi un process qui est très intéressant parce que je leur donne ce que j'ai envie au niveau des notes, des arômes, des origines.
On veut toujours rester sur la côte pacifique, d'où le nom aussi, Pacific Beans. Donc ouais, il y a tout un aspect recherche à ce niveau-là. Et puis après, il y a l'aspect du lait végétal dont tu discutais avant. Il y a deux réflexions qui ont été faites à ce niveau-là. C'est que déjà, par rapport à mon expérience dans le café à Morges, il y a énormément de demandes pour du lait végétal, déjà de base. Pas forcément par rapport aux croyances au niveau aspect animal, etc., mais simplement aussi par goût. Les gens apprécient ça. Et il y avait aussi l'aspect logistique, parce que j'ai pas un local fixe où je peux stocker des tonnes de litres de lait, parce que on en passe quand même beaucoup de lait sur des manifestations. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas aussi se démarquer à ce niveau-là et faire quelque chose de différent. Et du coup, je me suis dit, en fait, pour rejoindre cet aspect logistique, c'est plus simple d'avoir une sorte de lait, donc de faire un choix à ce niveau-là. Par contre, il faut aussi que ça convienne à tout le monde. Et l'exemple parfait, c'est mon copain qui, lui, ne boit pas du tout de lait végétal. Et du coup, je pouvais aussi dire, un profil comme lui qui arrive et qui a envie de boire quand même quelque chose sans sentir cet arrière-goût que tu peux des fois avoir avec un lait d'avoine ou un lait de soja. Si tu es habitué, pas de problème, mais si tu l'es pas, tu vas tout de suite le sentir. Et du coup, j'ai fait le choix de travailler avec le lait de pois, qui n'est pas très connu. C'est du lait de pois jaune que tu trouves beaucoup dans les cafés justement spécialisés. Et en fait, c'est un lait qui est beaucoup plus neutre en goût et qui non seulement met en valeur le goût du café, je trouve davantage, parce que du coup, tu as moins cet arrière-goût qui contre le goût de ton café. Et puis, du coup, les gens qui n'ont pas l'habitude de l'avoir, ils ne sentent pas forcément. Alors, bien sûr que c'est noté, que ce n'est pas par surprise que tu auras du lait végétal. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que les gens sont des fois surpris, puis ils reviennent, des fois ils prennent leur café, ils reviennent, ils disent mais c'est incroyable, on ne sent pas du tout la différence. Alors c'est pas du lait de vache, bien sûr, mais il y a cet aspect qui est réussi et ça on est content parce que du coup ça nous démarque aussi. Dans les cafés, tu dis que tu as pu aller choisir ton café. On est presque dans l'exceptionnel, enfin dans quelque chose d'excellence au niveau du café, du lait, etc. Tu as pris un choix, en tout cas stratégique, de te dire, parce que j'imagine que tu n'étais pas la seule à vouloir ouvrir, pas à te lancer avec un food truck, mais à ouvrir un café ou à vendre du café. Et il y en a certains qui vont aller sur la quantité, c'est-à-dire, il faut que j'en vende pour m'en sortir. Et toi, tu vas plutôt sur de l'excellence, de la qualité. Mais quand tu te lances dans ce projet avec une telle excellence, au niveau, toi, alors sans rentrer dans les détails, mais au niveau rapport qualité-prix, je me dis que c'est quand même quelque chose qui est assez élevé, puisqu'on touche encore une fois certains critères d'excellence comme tu es en train de le faire. Et avec les manifestations que tu fais dans l'année, etc., tu as une projection quand même au niveau entreprise. C'est-à-dire que oui, tu vas continuer à faire des événements, j'imagine, parce que c'est ta carte de visite, mais tu as une progression qui est possible par rapport à ça, parce que du moment que tu vas chercher une telle excellence, encore je dis bon, moi j'ai goûté, donc je sais qu'il est bon, mais une telle excellence, comment ça se passe maintenant pour toi, pour la suite? Parce que forcément, moi je t'ai vu c'est sur cette année, au même festival, on en parlait, etc. Mais il y a quand même d'autres endroits où il y a une visibilité tout concernant, mais je me dis quand même que ça a des coûts, c'est pas, tu vois, anodin. Quand je t'entends parler, on dirait que tu fais ça depuis 15 ans parce qu'on voit que c'est quelque chose qui te passionne et qui te plaît. Donc, ça donne encore plus de sens à ce que tu fais. Mais c'est quoi la suite maintenant? Alors, la suite, j'entends pas forcément l'évolution à 15 ans, on est d'accord. Mais toi, pour toi, ton évolution, parce que on en parlait en off, puis ça sera l'occasion d'en parler, où je sais que tu fais encore autre chose à part, parce que effectivement, l'entreprise commence à prendre forme et une visibilité certaine maintenant. Mais du coup, la suite, c'est quoi maintenant pour toi? Justement, ouais, je travaillais encore à côté à un taux réduit, à 60%. Le choix était de ne pas avoir trop de pression pour lancer et pouvoir faire les choses bien et justement prendre le temps de mettre ça en place sans devoir tout lâcher d'un coup et vraiment le faire à mon rythme. Forcément, le prochain step, c'est d'être à 100% là-dedans. Donc, ça, c'est le but. Mais effectivement, le fait de travailler avec des produits de qualité, c'est clair que tes coûts de base sont plus élevés. Je ne vais pas rentrer dans les prix, mais juste pour comparer entre un café que tu peux trouver dans le commerce de gros, le nôtre est quand même
3 fois plus cher. Donc, c'est clair que ton coût est différent. On a aussi des fois la question pourquoi nos cafés sont à un certain prix. C'est clair que quand tu vas acheter ton café dans un café spécialisé, c'est un poil plus cher qu'un autre. Bah, la réponse, elle est aussi dans le produit de base, en fait, dans la matière première. Mais après, moi, à plus long terme, bah, effectivement, j'aimerais continuer tout ce qui est manifestation, continuer de les développer. Il faut savoir que c'est jamais garanti. Bah, par exemple, tu disais le Miam Festival à Lausanne, chaque année, tu dois repostuler. Donc, on espère que l'année prochaine, on y est. Mais du coup, bah, tu as toujours cette insécurité. Mais le but, c'est d'en faire de plus en plus des grosses manifestations comme ça, avoir la visibilité et aussi de développer vraiment la partie événements privés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence vraiment à pouvoir développer. Et c'est un petit peu le focus de 2025. Parce que on a justement la voiture de collection, on a le stand pour les grandes manifestations. Et là, j'ai construit à côté on appelle ça un coffee cart, vraiment juste comme un chariot, si je puis dire. Bien sûr esthétique et joli et réfléchi pour, mais que tu peux aussi faire des événements à l'intérieur, parce que forcément la voiture, niveau logistique, tu peux pas la mettre n'importe où. Et ça demande aussi énormément de travail. On a une remorque pour transporter la voiture. C'est tout un aspect derrière. Donc développer tout cet aspect événement privé aussi, avec justement différentes offres. Tu peux choisir la voiture, tu peux choisir le coffee cart, et puis continuer d'évoluer là-dedans. Donc de diversifier, je dirais, entre grosses manifestations et puis privées. Et puis après, y a peut-être d'autres possibilités. Là, j'ai des discussions aussi sur d'autres projets, donc je ne peux pas encore en parler, mais j'espère que ça évoluera. Et je pense que la stratégie, c'est aussi de diversifier un maximum. Tu ne sais jamais. Justement, l'insécurité des manifestations fait que est-ce que peut-être un jour, on sera dans l'interfaction ? Est-ce que j'ouvrirai un café ? Ou est-ce que je développerai quelque chose de complètement différent ? Il y a une question qui me vient. Parce que je me dis, par exemple, nous, clients, on vient, tu es dans une manifestation, on vient, on goûte ton café, on se dit, wow, incroyable. En plus, là, maintenant, tu vas lancer ton propre café à toi, il sera disponible que chez toi. Et je me dis, il n'y a pas de page Internet, développement là-dessus, ou c'est un des projets qu'il ne faut pas en parler ? Non, alors ça, tu vas en parler. On a un site web, donc pacificbeans.ch, et une page Instagram. Donc, en fait, si tu es client et que tu veux revenir nous suivre, déjà sur les réseaux sociaux, on va mettre dans quelle manifestation on est. Et alors, c'est clair qu'à voir comment on va faire, mais quand on aura justement la finalisation du café de Pacific Beans fait, il y aura un moyen de aussi l'avoir pour la maison et de l'acheter en ligne. Donc, je pense que ça sera intéressant, effectivement, vu que on connaît l'excellence et le goût que tu veux y mettre, donc au moins qu'on puisse y avoir accès derrière. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de bien qui permettra encore de développer davantage ta société. Tu parlais que ton copain n'est pas du tout lait végétal et puis du coup, il a adhéré au lait végétal. Comment lui a vécu ce entrepreneuriat chez toi ? Vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup de chance. Au départ, c'était vraiment... moi, j'ai lancé ça seule, donc je me suis dit, j'en ai forcément parlé. On vit ensemble, on est ensemble depuis 6 ans maintenant. Et il m'a tout de suite soutenue. Donc il m'a dit, moi j'ai un emploi stable. Alors lui, il est aussi dans un métier de bouche, il est cuisinier de métier. Et du coup, il avait cet aspect où il m'a tout de suite dit, en fait, moi j'ai la sécurité. Alors je l'avais aussi en gardant mon pourcentage, mais direct soutenu, il m'a dit, en fait, faut pas que tu aies de regrets, vas-y, fonce. Donc ça, clairement, j'ai énormément de chance. Et en fait, au contraire, c'est que maintenant, il a fait... La première fois qu'on était au Miam Festival avec moi, et j'avais besoin d'aide. Le débit qu'il y a dans des grandes manifestations, il faut être 2. Il a fait avec moi et il m'a dit, OK, bon, on va faire quelque chose. C'est vraiment cool. On y va. Donc du coup, en fait, maintenant, il se joint de plus en plus à l'aventure. Et c'est cool parce qu'on est assez complémentaires. Alors lui, il va beaucoup moins être sur l'aspect marketing, réseaux sociaux ou esthétique. Chacun ses forces. Chacun ses forces. Par contre, il est à fond sur l'aspect aussi logistique et aussi tout ce qui est test de recettes. On développe des recettes personnalisées aussi qui sont uniques à Pacific Beans. Et forcément, son métier de cuisinier aide là-dedans. Donc il y a un aspect aussi à ce niveau-là. Il a aussi toute la formation qui est au niveau réglementation, hygiène, produits, etc. Et ça, c'est génial. Donc, Parce que toi, quand tu es toute seule, pour des manifestations, je ne me rends pas compte, mais bon, le BIM, c'est un truc où il y a beaucoup de passages. Mais à la base, toi, tu es toute seule. Donc, dans des manifestations, toi, toute seule, tu arrives à combien de personnes ? Toute seule ? Toute seule ?
Alors, j'ai déjà même été seule sur une grande manif comme le Miam ou le D'accord. street food ou autre. J'ai la chance que vu que j'ai bossé dans un café, j'arrive à débiter assez vite. Par contre, le problème, c'est plus tu vas réussir à gérer ça pendant un petit moment, mais si tu as besoin d'un break ou si tu as besoin de juste aussi de l'expérience client, parce que le problème, c'est si tu es dans le rush comme ça, tu n'as pas le temps de discuter avec les gens, tu n'as pas le temps de répondre à leurs questions. Typiquement, De créer un lien. Créer un lien, exactement. Et puis juste de ne pas juste être en train de leur lancer des cafés et qu'ils n'aient pas une bonne expérience. Donc, c'est aussi un choix. Théoriquement, tu pourrais le faire seul. Après, tu es vraiment très fatigué à la fin de la journée, mais, Ouais, mais c'est possible. Puis c'est pas dans tes valeurs finalement, parce que Non. tu veux aussi créer le lien, ce fameux lien avec les clients. Tu n'es pas juste là pour dire, vous voulez quoi? Ça, ok. Exactement. Et puis ils partent. Et tu peux Il y les a- conseiller, tu peux répondre à leurs questions, tu peux... Tu fais comme une expérience à vivre Ouais. une fois que tu es là-dedans. On en a moins parlé maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat, que tu t'es développé, que tu es devenue experte du café. On en a moins parlé, mais comment tes parents ont pris ce côté entrepreneuriat? Parce que je me dis, ma première fille, elle est entrepreneuse, la deuxième aussi, la troisième, mais je dis, j'ai fait que des, Les entrepreneurs. j'ai fait que des entrepreneuses. Et comment eux l'ont vécu? Alors j'imagine qu'ils te soutiennent parce que tous les parents vont soutenir forcément les enfants, mais comment eux vivent cette expérience? Ils sont venus goûter tes cafés dans les manifestations? Oui, bien sûr. C'est vrai? Ouais, ils viennent régulièrement. Non, j'ai de la chance que ce soit ma famille, mes amis, mes sœurs. Ça, on est vraiment bien soutenus. Écoute, ils l'ont vécu à différents aspects. J'ai ma maman qui est plus... c'est sa fille, elle veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Et du coup, plus en mode être sûr que tout roule, que voilà, un peu plus, t'as pensé à ça, fais attention à ça, etc. Et mon père qui est beaucoup plus... on est très similaires à ce niveau-là, où il me dit, vas-y, fonce, c'est génial et tout. Et il m'a aussi énormément entourée avec la voiture. C'est lui qui m'a trouvé aussi une remorque. Enfin, c'est génial. Donc, non, beaucoup de soutien, que ce soit de eux et des proches. Et tes sœurs? Mes sœurs aussi, ouais, elles viennent régulièrement aux événements et on a beaucoup aussi partagé avec ma sœur qui a justement des Pilates Club à Morges. Elle me donnait aussi beaucoup de conseils. De me dire, je me rappellerai aussi toujours qu'elle m'a dit, en fait, il n'y a jamais personne d'autre que toi qui croira autant en ton concept. Enfin, c'est le truc, il y aura les gens qui vont te partager leurs craintes, qui vont les rejeter sur toi. C'est pas négatif, hein, c'est vraiment plus par souci que tout se passe bien. Et jamais personne pourra autant y croire que toi, donc faut garder ça en tête. Et que aussi il y aura des hauts et des bas, hein, parce que quand tu es entrepreneur et que tu as un super événement, que ça cartonne, que les gens reviennent, c'est une hype qui est géniale. Par contre, quand des fois il y a un truc qui se passe mal ou quoi, alors c'est aussi difficile. Il faut juste continuer. Et voilà, mais jusque-là, j'ai jamais regretté ma décision. Donc ça va. Mais c'est vrai que quand tu partages ton projet à quelqu'un, je suis assez dans l'observation, je vois un petit peu, enfin, j'essaie aussi de m'auto-analyser. Quand tu parles de quelque chose, tu as les yeux qui brillent, tu as cet engouement, tu parles, puis en face, tu as quelqu'un qui te fait « Ah ouais, c'est intéressant, ouais. » Puis tu vois le gap, tu vois, et c'est là où tu te rends compte que oui, il n'y a jamais personne qui va le croire autant que toi. Et puis c'est vrai que finalement, ça rejoint aussi ce que tu dis dans le sens où les épreuves, les défis, les bons et mauvais moments, il n'y a que toi qui vas les vivre parce que c'est ton bébé, c'est ton projet à toi. D'ailleurs, parlant de ça, une fois, parce qu'on a parlé, puis quand on t'entend, ça a l'air fluide, les étapes. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais les défis que tu as eu à surmonter et finalement à vivre, on n'en a pas parlé. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que forcément, trouver du café, alors oui, on t'a proposé d'aller parler avec quelqu'un, mais une fois que tu as choisi ton café, c'est quoi l'étape d'après? Il y a forcément eu des défis que tu as dû surmonter. Et là, je parle uniquement de la création de ton entreprise. Hein. C'est quoi les défis un petit peu que tu as eu à relever? Parce que les gens qui vont nous voir, ils vont se dire, bah, c'est cool, elle a réussi, elle n'a pas pas l'air plus stressée que ça. Non, il y a plusieurs défis. Je dirais que déjà, il y a l'aspect, faut en parler aussi, il y a l'aspect financier, de te dire, ok, mais est-ce que vraiment c'est viable? Est-ce que vraiment je peux vivre de ça? Et je pense que le moment où je vais complètement lâcher mon activité, enfin mon job à côté, ça va être d'autant plus stressant. Par exemple, un défi que j'ai eu, c'est que justement, j'avais quitté mon ancien employeur à 100% pour aller bosser dans le café à Morges. Et en fait, je me suis pas rendu compte que je savais que ce serait pas la même rémunération qu'un job à 100% dans un bureau.
Après, tu as la réalité, puis aussi que ce soit ça ou que ce soit, en fait, il fallait que je bosse les week-ends. Et c'est là que j'ai mes événements, donc il fallait refaire un choix. Donc je me suis dit, bon, je vais retrouver un autre job dans les bureaux, mais à un pourcentage réduit. Donc déjà là, tu as toutes les étapes où les craintes, tu te dis, mais est-ce que je suis pas un peu folle de faire ça? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'en fait c'est viable? Des événements où, au tout début, j'ai commencé avec donc la petite voiture, je la conduisais, j'avais pas encore la remorque. Donc déjà, il faut apprendre à conduire une voiture de 1975. Hein. C'est pas une automatique. Hein. Et j'ai commencé par faire les marchés à Nyon, où tous les samedis, j'y étais. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément viable dans le sens que il pleut et il n'y a personne. Hein. Donc tu passes 8 heures sur place et t'as personne. Et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire? Je suis un peu folle, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi... Et après, t'évolues et c'est là que du coup, on est parti sur des autres manifestations, on est parti sur d'autres trucs. Et je dirais, ouais, t'as cet aspect-là. Puis après, t'as tous les challenges logistiques où, je sais pas, j'ai un exemple qui me vient en tête par rapport à notre tente. Parce que forcément, sur des manifestations, tu dois avoir soit une tente ou soit t'as un food truck qui est fermé, mais le nôtre est ouvert. Donc, on a une tente qui nous protège. Au départ, j'ai acheté une tente qui est basique. Et en fait, je me suis retrouvée dans un événement au Jura où on a dû appeler nos amis qui sont aussi dans le domaine et qui ont aussi un food truck à la rescousse pour juste tenir la tente parce qu'en fait, on était 4 accrochés au truc. Et tu avais une tempête. C'est quand il y a eu à la chaux de fonds qu'il y avait eu tout qui était parti. C'était l'année passée, ou il y a 2 ans, l'année passée. Donc, monstre tempête. Et puis après, tu apprends qu'il faut peut-être investir dans une tente plus solide. Et puis, tu paniques. Ouais, il y a des moments qui peuvent être vraiment très concrets, purement sur le moment, ou après, juste, tu te poses des questions. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'à long terme, c'est bon? Mais comment je vais faire si, en fait, j'ai des grosses manifestations? Est-ce que j'aurais besoin d'engager du monde? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que... Ouais, c'est plus aussi les questionnements. Te dire, est-ce que tu fais juste? Puis, t'as personne qui peut te dire si tu fais juste. Il n'y a que toi. Et ça, des fois, c'est aussi les introspections qui sont intéressantes. Dans les cafés que tu as choisis pour te lancer au début, c'est des choix qui ont tout de suite été judicieux ou c'est des choix que par la suite tu t'es dit, mais quand je parle de ça, c'est par exemple dans les cafés et dans les manifestations que tu as fait, qu'est-ce qui a fait que finalement tu décides de t'orienter sur ça ou sur ça? C'est un retour client? C'est un choix personnel? Tu as eu des retours où on t'a dit non, mais ce café, il est vraiment pas top, ou le lait, ou cette recette, je sais pas. Mhm. Est-ce que tu as eu des retours comme ça ou c'est toi qui t'es dit, je pense finalement que je vais pas partir là-dessus? Il y a eu quand même pas mal de choix personnels, dans le sens que la première saison, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec la base. Je me suis dit, je vais pas commencer à faire 50 recettes, je vais faire express, cappuccino, latte macchiato, tout ce qui est plus standard, le faire bien, mais le faire et apprendre en fait sur le tas à voir comment c'est dans le concret, dans les manifs et autres. Et après, ce que j'ai fait, c'est plus, j'avais quand même, je sonde un peu ce qui se fait, je vais aller explorer des cafés, je vais aller voir dans d'autres concepts, comme je disais aussi quand je voyage. Voilà, on a fait un voyage aussi aux Philippines l'année passée et c'est énormément développé le café en Asie. Et du coup, j'ai testé des recettes là-bas, tu t'inspires, tu te dis, mais ça, c'est trop bien ce qu'ils font. Donc, il y a quand même plus un aspect personnel. Par contre, après, moi, ce que j'ai un peu le rituel de faire, c'est que je vais faire tester autour de moi. Là, on a développé une recette qui est le Pacific Signature, donc avec de la fleur d'oranger et puis des copeaux de coco torréfiés sur le tour de la tasse. Et en fait, ça, c'est nous qui l'avons créé. On a fait des tests avec les différentes arômes. Mais après, je vais appeler les gens autour de moi, mes proches, et puis on va faire des tests, on va prendre les avis, Il y a un échantillonnage qui se fait avant, donc ça c'est alors bien. ils sont assez contents mes potes parce que du coup ils ont ils ont des séances assez cool. Mais du coup il y a ça, puis après bien sûr qu'il y a le retour client. Alors pour l'instant je touche du bois, on n'a pas eu de retour où les recettes n'ont pas fonctionné, donc au contraire ça nous démarque. Je pense à l'événement aussi on a fait ensemble où le retour justement sur le Pacific Signature ça avait bien plu. Cartonné. Donc c'était cool. Mais ouais, c'est plus cet aspect-là où moi, je fonctionne aussi à aller par étapes. Je me dis, en fait, je commence, je fais ça bien. Puis après, j'évolue. Et justement, depuis, on a fait justement celui-ci. On a aussi personnalisé un café. On est à la fête de la Châtaigne à Fuy, d'ailleurs, où on s'est aussi croisés. Mm-hmm. On a fait un cappuccino châtaigne et cannelle. Donc, tu développes aussi là. Et puis, on a commencé aussi à faire tout ce qui est... les affogatos, donc tu as la boule de glace, soit vanille, soit pistache, puis tu as l'express par-dessus. Ou encore les cocktails. Je fais les espresso martini, les espresso gin and tonic. Donc,
j'essaie vraiment de garder une ligne conductrice qu'est le café, Mhm. mais simplement d'explorer un petit peu et d'aller par étapes. Où, on a commencé avec la base, on ajoute une recette, ensuite on en ajoute une autre. Parce que ça demande aussi d'autres logistiques. Par exemple, les affogatos, forcément, c'est un produit froid. Donc il y a tout l'aspect d'avoir un congélateur sur place. Il faut agrandir le stand, il faut changer ça. Donc ouais, il y a par étapes. Je fonctionne ça un peu. Dans les événements que tu fais, tu essaies d'amener une recette originale à chaque fois ou selon l'événement, c'est plus marquant comme la fête de la châtaigne, on sait pourquoi on y va. Du coup, c'est beaucoup plus marqué et du coup, tu dis là, je vais essayer de trouver une recette ou c'est vraiment aléatoire et tu dis là, je suis inspiré, j'essaie de faire un truc. Alors là, c'était plus aléatoire dans le sens, c'était un peu évident quand tu fais vraiment la fête d'un produit. On s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Et c'est un produit qui se marie bien avec le café, donc c'était l'occasion. Par contre, ce que je fais, c'est que je travaille plus par saison, dans le sens que on a un menu plus été et on a un menu plus hiver. Donc forcément, les cocktails dont je parlais, je vais faire une version peut-être plus hivernale avec du Baileys et des amaretto. Donc, intéressant. du coup, je change vraiment au fur et à mesure des événements. Après, j'ai pas forcément un spécial par événement. Mais ça pourrait être une idée Ça pour la suite. Ça peut peut-être être déjà en tête. Là, on t'a vu au salon du mariage. Et c'est quoi la suite sur cette fin d'année? Tu as d'autres manifestations où les gens pourraient te voir éventuellement? Alors, on a notre dernière manifestation publique mardi, en l'occurrence. Donc, je pense que quand vous verrez, ça sera un peu trop tard. Oui. Mais du coup, c'est la foire Saint-Martin à Vevey. Mais je pense qu'on va reprendre vraiment la saison festival plutôt vers avril. Le premier, je crois qu'on a pour l'instant qui est confirmé, c'est le Garden Festival à Coppet. Je crois que c'est début mai. Et puis après, c'est vrai que l'agenda viendra au fur et à mesure, parce qu'avec les postulations pour ces festivals, c'est plus en début d'année. Puis après, tu sais, pour ta saison. Mais ça, je communiquerai de toute façon sur les réseaux. Et puis après, plus un aspect événement privé. Là. Ok, c'est cette partie-là qu'il faudrait éventuellement développer pour toi. Dans le salon du mariage, c'est quoi ton retour? C'est quoi ton expérience? Parce que quand on se dit, alors pour ceux qui sont déjà clients de ce type d'événement, même pour les prestataires, enfin moi de l'extérieur, quand je vais à un salon du mariage, je m'attends pas à boire un café. Ouais. À trouver ça, en tout cas, je trouve le concept hyper original, mais moi je me mets à la place du client, je m'attends pas à avoir un événement comme ça avec un stand de café de qualité, très beau d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir sur Internet, mais il était vraiment très réussi. Mais du coup, toi, ton expérience dans un tel événement, c'est quoi le retour? J'étais déjà surprise dans le sens que pour moi, on pensait vraiment à beaucoup des mariés. C'est ce qu'on discutait aussi en off, où je pensais que ce serait uniquement des couples qui arrivent et puis qui nous disent voilà, on a notre mariage de planifier. Est-ce que potentiellement ça pourrait être quelque chose de possible, ou est-ce qu'on est disponible? Mais notre but initial, c'était déjà d'amener de la visibilité et de montrer que c'est une possibilité d'avoir ça, parce que dans les mariages, c'est pas quelque chose d'essentiel, faut se le dire. Tu vas plus aller sur un cake, un photographe, une robe de mariée. Et du coup, c'est quelque chose de secondaire, mais c'est vraiment de montrer que tu peux apporter une expérience en plus. Non seulement que tes invités, ils ont un café de qualité, mais en plus que avec la voiture, etc., ça t'amène vraiment une expérience, un tout, et ça amène une touche d'originalité à ta réception. Mais ce qui m'a surpris, c'était que, alors certes, il y avait quand même des couples, mais en fait, il y avait aussi énormément de gens d'entreprise, de domaines d'événementiel, ou par exemple des hôtels ou des lieux de réception. Puis en fait, ils venaient voir justement les prestataires pour leurs propres événements d'entreprise. Donc c'est aussi hyper intéressant pour nous, clairement. Et du coup, ça, c'est vrai que c'était un peu l'aspect surprenant et très positif de ça. Donc, ouais. Voilà, pour les prochains qui avaient hésité, les prestataires qui hésitaient à faire, il faut continuer à vous lancer là-dedans. Écoute, en tout cas, moi, j'ai plus trop de questions. Je pense qu'on a bien mis en avant ton parcours et on a bien mis en avant ton concept. Je trouve hyper intéressant que, je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, que quand on décide de lancer un projet, hormis la plus-value personnelle, ça veut dire ta volonté, parce que j'imagine bien que quand tu lances un projet, on est hyper motivé, on est hyper volontaire, mais c'est cette volonté d'amener des valeurs, d'amener de la qualité, d'amener de l'excellence, d'amener vraiment quelque chose qui, finalement, quand tu vas boire ton café, hormis le fait que ça soit une expérience, puis on connaît les enseignes qui te font vivre une expérience, sans parler de Starbucks forcément, mais quand tu vas pour vivre l'expérience
de Starbucks, tu ne vas pas forcément pour le café, encore une fois. Mais là, tu amènes quand même un café de qualité. Tu vas toujours rechercher à essayer d'innover, à essayer, là, typiquement, alors c'est ton propre café, des nouvelles recettes. Et je trouve que c'est quand même hyper inspirant pour les personnes qui seraient motivées à aller avec ce côté un petit peu innovant, mais amener un petit peu ces vraies valeurs que toi t'amènes. Moi, pour l'avoir vécu, parce que il n'y a pas tout le monde qui connaît l'histoire, mais moi, je t'avais vu dans le Miam Festival, donc par rapport à cet événement, j'avais pris ta carte et je me suis dit, parce que j'avais en tête dans mon entreprise de faire un événement. Et entre qu'on s'est vu et qu'il y a eu l'événement en entreprise, j'ai décidé de lancer le podcast. Et c'est là où, quand tu es venu, je me suis dit, c'est hyper intéressant de s'intéresser un petit peu à qu'est-ce qui a fait que, tu vois, moi, je suis toujours... on a tous... sous la douche, au lit, peu importe, on a tous des idées où on se dit « Ah, mais moi, je ferais vraiment bien ça, etc. » Mais finalement, par peur, par manque de messages clairs, par manque d'informations, l'idée, elle s'oublie. Puis finalement, on fait rien, puis on reste dans notre travail, et qui est très bien pour ceux qui veulent être dans le travail. Je dis, il ne faut pas tous arrêter de travailler puis faire de l'entrepreneuriat, loin de là. Mais j'ai trouvé vraiment hyper intéressant cette approche que tu as. Puis je ne sais pas comment t'expliquer, je pense qu'on va le ressentir dans l'interview, mais c'est léger, c'est avec légèreté que tu as... Bien sûr que tu as eu des difficultés, tu vois, et bien sûr que tu as vécu des événements qui t'ont fait grandir, qui ont fait qu'aujourd'hui, tu n'es plus la même que celle qui, a 2, 3, 4, 5, 6 ans, avait en tête de lancer ça. Mais je trouve vraiment ton approche pragmatique. C'est le beau mot de dire, voilà, je prends, je grandis, j'apprends, j'avance. Je prends, je grandis, j'apprends, j'avance. Donc, merci beaucoup d'avoir en tout cas pris le temps de venir faire cette interview au podcast. J'espère que tu as amené un maximum de visibilité avec le podcast pour que tu puisses développer ton métier, ton projet. Et encore une fois, merci, j'ai pas d'autres mots. Merci à toi, franchement c'était une super expérience, c'était aussi une première pour moi, donc franchement, vraiment un plaisir. Merci à toi. Yeah, felonious monk. Let's go.